J'ai acheté un appartement à 5,3 M €. Ma famille m'a accusé de les ruiner. Quand ma sœur a été renvoyée, ils ont exigé que je la sauve avec un job en or. Ma proposition les a laissés sans voix. Tu étais censé m'aider, pas t'aider toi-même. La voix de ma sœur Béatrice a retenti à travers la table de Noël. Son visage est devenu rouge de colère. Tous les regards à table se sont tournés vers moi, les fourchettes suspendues en l'air, l'odeur de la dinde rôtie devenant soudainement lourde dans le silence stupéfait. J'étais assise là, l'estomac noué, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Tout ce que j'avais fait, c'était de mentionner dans ce que je pensais être une conversation anodine que j'avais récemment acheté un appartement à Nice, un endroit magnifique avec vue sur la mer, quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant des années. Mais à en juger par les expressions horrifiées autour de la table, on aurait cru que j'avais annoncé rejoindre une secte. Je m'appelle Diane. J'ai 32 ans et j'ai passé la dernière décennie à construire une carrière dans le développement immobilier commercial. Je travaille pour Terra Bâtir, une entreprise spécialisée dans la sécurisation de transactions foncières et le développement de propriétés dans tout le sud-est de la France. Mon travail est exigeant, nécessitant de longues heures, des déplacements constants et une capacité à négocier des accords qui peuvent faire ou défaire un projet. J'ai gravi les échelons à la dure, passant d'un poste de débutante à celui de directrice des acquisitions. Et chaque promotion que j'ai obtenue s'est accompagnée de sacrifices, de nuits blanches, de fêtes manquées, de relations qui se sont éteintes parce que j'étais toujours dans un avion pour une nouvelle ville. J'ai beaucoup abandonné pour arriver là où je suis aujourd'hui, et je l'ai fait sans demander d'aide à personne. Béatrice, en revanche, a 29 ans et n'a jamais gardé un emploi plus de 18 mois. Elle a travaillé dans le marketing, les relations publiques, l'organisation d'événements et une douzaine d'autres domaines. Chaque fois, elle était convaincue que c'était enfin la carrière qui lui conviendrait. Chaque fois, quelque chose tournait mal. Un patron qui n'appréciait pas sa vision. Des collègues jaloux de ses idées. Des entreprises trop rigides pour laisser sa créativité s'épanouir. Ses parents l'ont toujours cru, amortissant toujours sa chute avec des assurances qu'elle était simplement trop talentueuse pour ses environnements, qu'elle traversait une phase, que la bonne opportunité ne s'était pas encore présentée. J'avais de la sympathie pour elle. Je pensais qu'elle avait peut-être vraiment du mal à trouver sa place dans le monde. Mais au fil des ans, j'ai commencé à voir un schéma. Béatrice ne luttait pas parce que le monde était injuste avec elle. Elle luttait parce qu'elle s'attendait à ce que tout lui soit servi sur un plateau, sans effort. Elle voulait le bureau d'angle sans passer par le poste de débutante. Elle voulait le salaire à 6 chiffres sans développer les compétences. Et nos parents l'ont encouragée à chaque étape. Assise à cette table de Noël, avec Béatrice me fusillant du regard et mes parents l'air déçus, j'ai réalisé quelque chose que j'avais essayé d'ignorer pendant des années. Ils ne voyaient pas mon succès comme quelque chose que j'avais mérité. Ils le voyaient comme quelque chose qui aurait dû être partagé avec Béatrice. Ils croyaient sincèrement que, parce que j'avais bien réussi, je lui en devais une partie. L'appartement à Nice n'était pas un symbole de mon travail acharné. C'était la preuve que j'avais été égoïste. Ma mère a posé son verre de vin, ses lèvres pressées en une ligne fine. Diane, tu sais, ta sœur traverse une période difficile. Était-ce vraiment le meilleur moment pour évoquer un achat aussi extravagant? Je l'ai regardé, essayant de trouver mes mots. Extravagant. J'avais économisé pendant des années. J'avais travaillé 80 heures par semaine. J'avais manqué des anniversaires, des mariages et des réunions de famille parce que je construisais quelque chose pour moi. Et maintenant, parce que j'avais enfin acheté une maison dont je pouvais être fier, on me faisait sentir coupable. Je ne pensais pas que le mentionner serait un problème, ai-je dit doucement. Je partageais juste une bonne nouvelle. Béatrice a laissé échapper un rire amer. Une bonne nouvelle, Diane. As-tu la moindre idée à quel point c'est déplacé? Je peine à joindre les deux bouts, et toi, tu achètes un appartement de plusieurs millions comme si de rien n'était. Peiner à joindre les deux bouts, ai-je répété, ma voix plus sèche que je ne le voulais. Tu vis gratuitement chez papa et maman depuis 1 an. Il paie ton assurance voiture. Il couvre ta facture de téléphone. Tu ne peines pas à joindre les deux bouts. Tu es entretenu. Mon père s'est raclé la gorge, son expression sévère. Ça suffit, Diane. Ta sœur traverse une mauvaise passe, et la dernière chose dont elle a besoin, c'est qu'on lui rappelle à quel point tu as plus de succès qu'elle. J'ai senti ma poitrine se serrer. À quel point j'avais plus de succès.
Comme si ma carrière m'avait été servie sur un plateau d'argent. Comme si je ne m'étais pas épuisé au travail pour en arriver là. Je voulais leur crier dessus pour leur faire comprendre que j'avais mérité chaque chose que je possédais. Mais je pouvais le voir sur leur visage. Ils ne voulaient pas comprendre. Ils voulaient que je m'excuse de ne pas avoir rendu la vie de Béa plus facile. Je n'essaie pas de la faire se sentir mal, ai-je dit, la voix légèrement tremblante. Je voulais juste partager quelque chose dont j'étais fier. Eh bien, peut-être aurais-tu dû penser à ce qu'elle ressentirait, a dit ma mère, son ton dégoulinant de déception. Béatrice a croisé les bras, ses yeux brillants de larmes. Tu as toujours été comme ça, Diane. Toujours à te mettre en avant, toujours à agir comme si tu étais meilleur que tout le monde. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Je me sentais piégé, étouffé par le poids de leurs attentes. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer de faire mes preuves, à leur montrer que j'étais capable et forte. Et maintenant, à cet instant, je réalisais que rien de tout cela n'avait d'importance. Ils ne me voyaient pas comme une femme qui avait réussi. Ils me voyaient comme une égoïste. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence inconfortable. Je picorais ma nourriture, ne goûtant à peine rien. Béatrice était assise en face de moi, son expression un mélange de colère et d'apitoiement. Mes parents échangeaient des regards, leur déception palpable. Quand le repas s'est enfin terminé, j'ai aidé à débarrasser la table, cherchant désespérément une excuse pour quitter la pièce. Alors que j'étais à l'évier en train de rincer les assiettes, ma mère s'est approchée de moi. « Diane, je pense que tu dois des excuses à ta sœur. » Je me suis tourné pour la regarder, l'incrédulité m'envahissant. « Des excuses pour quoi ? » Pour l'avoir fait se sentir petite, a-t-elle dit simplement. « Tu sais à quel point elle est sensible. » Je voulais argumenter, lui dire que les sentiments de Béa n'étaient pas ma responsabilité, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle ne céderait pas. Dans son esprit, c'était moi qui avais tort. C'était moi qui devais arranger les choses. Je me suis séché les mains sur une serviette, la mâchoire serrée. Je ne vais pas m'excuser d'avoir travaillé dur et d'avoir réussi quelque chose. Ma mère a soupiré en secouant la tête. C'est exactement de ça que je parle, Diane. Tu es tellement concentré sur toi-même que tu ne vois pas comment tes actions affectent les autres. J'ai quitté la cuisine sans un mot de plus, attrapant mon manteau et me dirigeant vers la porte. En marchant vers ma voiture, je sentais le poids de leur jugement peser sur moi. Je suis resté assise au volant un long moment, fixant le volant, essayant de calmer la tempête d'émotions en moi. J'avais toujours su que ma famille ne comprenait pas entièrement ma carrière, mais je n'avais jamais réalisé à quel point ils la dévalorisaient. Pour eux, mon succès n'était pas quelque chose à célébrer. C'était quelque chose à redistribuer. Je suis rentré chez moi ce soir-là le cœur lourd, rejouant la conversation encore et encore dans ma tête. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais soutenu Béatrice, toutes les fois où je lui avais offert des conseils, des contacts, même de l'argent quand elle en avait besoin. Et pourtant, ce n'était jamais assez. Elle en voulait toujours plus, et nos parents s'attendaient toujours à ce que je le lui donne. En entrant dans le parking de mon immeuble à Lyon, j'ai pris une décision. J'en avais fini de les laisser me faire sentir coupable de mon succès. J'en avais fini de m'excuser de travailler dur. S'ils voulaient me voir comme une égoïste, alors soit. J'avais passé trop d'années à essayer de gagner leur approbation, et il était temps d'arrêter. Mais même en me faisant cette promesse, une petite partie de moi se demandait si les choses changeraient un jour vraiment. Est-ce que Béatrice prendrait un jour la responsabilité de sa propre vie ? Est-ce que mes parents me verraient un jour autrement que comme une ressource à exploiter chaque fois que Béatrice avait besoin d'aide ? Je n'avais pas les réponses. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais plus sacrifier mon propre bonheur pour les mettre à l'aise. J'avais travaillé trop dur, sacrifié trop de choses pour les laisser m'enlever ça. J'ai pensé à chaque année où j'avais gravi les échelons dans ma carrière pendant que ma sœur passait d'un emploi à l'autre, toujours protégée par la croyance de nos parents qu'elle traversait juste une phase. Je me suis souvenu des débuts, fraîchement sorti de l'université, quand j'ai pris un stage non rémunéré dans une petite agence immobilière à Clermont-Ferrand. Je vivais dans un studio exigu avec 2 colocataires, survivant de nouilles instantanées et de café noir. Je travaillais 12 heures par jour à classer des papiers, à faire des appels à froid, à accomplir toutes les tâches subalternes que mes supérieurs me demandaient. J'étais déterminé à faire mes preuves, à montrer que j'étais sérieuse dans la construction de ma carrière. Béatrice, pendant ce temps,
avait obtenu son diplôme un an après moi avec une licence en communication. Elle avait décroché un emploi dans une agence de marketing branchée à Lyon, un poste que nos parents l'avaient aidé à obtenir grâce à un ami de la famille. Elle parlait sans cesse de son enthousiasme, de comment cela allait être le début de quelque chose d'incroyable. 6 mois plus tard, elle a démissionné. Le travail était trop exigeant, disait-elle. Son patron n'appréciait pas sa créativité. Elle se sentait étouffée. Ses parents l'ont consolée, lui ont dit que ce n'était pas grave, qu'elle trouverait mieux. Ils lui ont proposé de revenir vivre à la maison pendant qu'elle réfléchissait. Je vivais toujours dans mon appartement exigu, travaillant toujours de longues heures pour un maigre salaire, mais personne ne semblait le remarquer. Personne ne me demandait comment j'allais ou si j'avais besoin d'aide. Mes difficultés étaient invisibles parce que je ne m'en plaignais pas. Je continuais simplement à avancer. Au cours des années suivantes, j'ai gravi les échelons lentement et péniblement. J'ai obtenu ma carte d'agent immobilier. J'ai commencé à travailler sur de petites transactions résidentielles, puis sur des propriétés commerciales. Je travaillais sans relâche, participant à des événements du secteur même lorsque j'étais épuisé, établissant des relations qui mèneraient finalement à de plus grandes opportunités. À 26 ans, j'avais décroché un emploi chez Terra Bâtir, une entreprise bien établie avec une réputation d'excellence. La transition n'a pas été facile. La concurrence était féroce, et j'ai dû faire mes preuves à nouveau. Mais je l'ai fait. J'ai travaillé plus dur que n'importe qui dans mon département, et lentement, j'ai commencé à gagner le respect de mes collègues. Béatrice, quant à elle, continuait de dériver. Elle a travaillé dans les relations publiques pour une association, puis est partie au bout d'un an parce qu'elle se sentait sous-estimée. Elle a essayé l'organisation d'événements, convaincue que cela correspondrait parfaitement à sa personnalité extravertie, mais a démissionné après quelques mois car les horaires étaient trop imprévisibles. Elle a touché à la gestion des réseaux sociaux, à la rédaction en freelance, et a même brièvement envisagé de retourner à l'école pour un master qu'elle n'a jamais poursuivi. Chaque fois qu'elle quittait un emploi, nos parents la rassuraient en lui disant qu'elle était simplement trop talentueuse pour ces environnements, qu'elle méritait mieux. Ils ne se sont jamais demandé si elle faisait les efforts nécessaires, n'ont jamais suggéré qu'elle devait peut-être s'accrocher à quelque chose assez longtemps pour développer de réelles compétences. Ils continuaient simplement de lui dire que la bonne opportunité l'attendait. Et moi, je continuais à travailler. Je continuais à faire des sacrifices. Je continuais à me construire une vie qui m'appartenait entièrement. À 30 ans, j'avais été promue directrice des acquisitions chez Terra Bâtir. Je supervisais d'importantes transactions foncières, négociais des contrats de plusieurs millions d'euros, voyageant constamment pour rencontrer des investisseurs et des promoteurs. Mon salaire avait considérablement augmenté et, pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité financièrement. J'ai commencé à économiser de manière agressive, mettant de l'argent de côté pour l'avenir que je voulais construire. Je rêvais de posséder un bien immobilier, d'avoir une maison qui soit vraiment la mienne, pas seulement un appartement en location dont on pouvait me chasser à tout moment. L'appartement à Nice était un objectif depuis des années. J'avais étudié le marché, visité des dizaines de propriétés, travaillé avec un agent immobilier qui comprenait exactement ce que je cherchais. Quand j'ai finalement trouvé l'endroit parfait, un appartement spacieux avec des baies vitrées donnant sur la mer, j'ai su que cela valait chaque centime. L'achat était une étape importante, une représentation tangible de tout ce pourquoi j'avais travaillé. J'en étais fier. Je voulais partager cette fierté avec ma famille. Mais au lieu de célébrer avec moi, ils m'ont fait sentir que j'avais fait quelque chose de mal. Quand mes parents m'ont ordonné de m'excuser d'avoir fait sentir Béatrice petite, j'ai réalisé qu'ils s'attendaient vraiment à ce que mon succès lui appartienne. Il ne s'agissait pas seulement de l'appartement. Il s'agissait de tout. Les promotions que j'avais obtenues, le salaire pour lequel j'avais travaillé, les relations que j'avais établies au fil des années de réseautage et d'efforts. Dans leur esprit, tout cela aurait dû être partagé avec Béatrice parce qu'elle était en difficulté, parce qu'elle n'avait pas encore trouvé sa voie, parce qu'elle faisait partie de la famille. Mais je ne leur avais jamais demandé de partager leurs ressources avec moi. Je ne m'étais jamais attendu à ce qu'ils me tirent d'affaire quand les choses devenaient difficiles. J'avais tracé mon propre chemin, et je l'avais fait sans m'appuyer sur personne. Pourquoi attendait-on de moi que je donne à Béatrice ce qu'elle n'avait pas mérité? J'ai passé les jours suivant Noël à rejouer la conversation dans ma tête, essayant de comprendre leur réaction. J'ai pensé à appeler ma mère, à essayer d'expliquer mon point de vue, mais je savais que cela ne ferait aucune différence. Elle avait déjà pris sa décision.
J'étais l'égoïste. C'était moi qui devais arranger les choses. Au lieu de cela, je me suis plongé dans le travail. J'avais une grosse affaire à conclure début janvier et j'ai concentré toute mon énergie pour m'assurer que tout se passe bien. J'ai examiné des contrats, coordonné avec les équipes juridiques, rencontré des investisseurs. Il était plus facile de m'enfouir dans le travail que de m'attarder sur la déception que je ressentais. Mais même en essayant d'avancer, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose avait fondamentalement changé dans ma relation avec ma famille. J'avais toujours su que Béatrice était la préférée, qu'elle recevait plus d'attention et de soutien. Mais je m'étais convaincu que cela n'avait pas d'importance, que je n'avais pas besoin de leur approbation pour être heureuse. Maintenant, cependant, je réalisais à quel point la disparité était profonde. Ils ne se contentaient pas de favoriser Béatrice. Ils m'en voulaient d'avoir réussi sans leur aide. Et le pire, c'est que je savais que ce n'était pas la fin. Béatrice n'allait pas soudainement devenir autonome. Elle allait continuer à lutter, à attendre des aides, et nos parents allaient continuer à l'encourager. Et finalement, ils reviendraient vers moi, demandant plus. Non pas comme une requête, mais comme une exigence. Parce qu'à leurs yeux, mon succès ne m'appartenait pas. C'était une ressource familiale et Béatrice y avait autant droit que moi. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'allais pas les laisser me culpabiliser pour que je sacrifie ce que j'avais si durement construit. S'ils voulaient me voir comme une égoïste, alors je l'assumerais. Parce que l'alternative était d'abandonner tout ce pourquoi je m'étais battu. Et je n'étais pas prête à le faire. Pas pour eux. Pour personne. J'ai essayé de me défendre calmement, mais ils ont insisté sur le fait que je lui devais des opportunités, de l'argent, et maintenant même mes relations durement acquises. Les jours après Noël se sont fondus dans un brouillard de travail et de frustration. Je gardais mon téléphone en silencieux la plupart du temps, incapable de gérer le barrage de messages de ma mère. C'était toujours la même chose. Ta sœur est blessée. Tu dois penser à la façon dont tes actions l'affectent. La famille avant tout, Diane. Je voulais lui crier que je pensais à Béatrice depuis des années. Je lui avais offert des conseils quand elle cherchait un emploi. Je l'avais présentée à des gens de mon réseau qui auraient pu l'aider. Je lui avais même prêté de l'argent une fois, un argent que je n'ai jamais revu. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Tout ce qui comptait, c'est que j'avais acheté un appartement et que je ne les avais pas consultés d'abord, comme si mes décisions financières étaient soumises à un vote familial. Un soir, environ une semaine après Noël, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être que je pensais qu'il serait plus raisonnable que ma mère. Peut-être que j'espérais qu'il verrait enfin mon point de vue. « Diane, nous devons parler », a-t-il dit, sa voix lourde de déception. J'ai soupiré, m'adossant au canapé de mon appartement. « Papa, je n'ai vraiment pas l'énergie pour ça en ce moment. »« Tu n'as pas l'énergie ?» a-t-il répété, son ton incrédule. « Ta sœur est en larmes tous les jours à cause de toi, et tu n'as pas l'énergie. » J'ai fermé les yeux, essayant de garder ma voix stable. « Je ne lui ai rien fait, papa. J'ai acheté une maison. C'est tout. » Tu l'as étalée devant elle, a-t-il dit sèchement. Tu sais qu'elle est en difficulté et tu lui as frotté ton succès au visage. Je n'ai rien étalé, ai-je rétorqué, ma patience s'épuisant. Je l'ai mentionné une fois en passant. Je ne savais pas que j'avais besoin de votre permission pour parler de ma propre vie. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Quand mon père a repris la parole, sa voix était plus froide. Tu as toujours été comme ça, Diane. Toujours si concentré sur toi-même. Ta mère et moi t'avons mieux élevé que ça. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, mais j'ai refusé de le laisser m'entendre pleurer. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Je ne vous ai jamais rien demandé et maintenant vous êtes en colère contre moi parce que je réussis. Ça n'a aucun sens. Ça a parfaitement du sens, a-t-il dit. Vous êtes une famille. Vous êtes censés vous entraider. Béatrice a besoin de toi et au lieu de l'aider, tu achètes des appartements de luxe et tu agis comme si elle n'existait pas. Je n'agis pas comme si elle n'existait pas, ai-je dit, ma voix s'élevant. Je l'ai déjà aidée. Je lui ai donné des conseils, des contacts, de l'argent, mais elle n'en fait jamais rien. Elle passe simplement à autre chose et s'attend à ce que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes. Ce n'est pas juste, a dit mon père, son ton sec. Elle fait de son mieux.
Vraiment, ai-je demandé, les mots sortant plus durement que je ne le voulais. Parce que de mon point de vue, on dirait qu'elle se laisse porter par la vie, en s'attendant à ce que tout le monde la porte. La ligne est redevenue silencieuse. Je pouvais entendre mon père respirer à l'autre bout du fil, et je savais que j'avais dépassé une limite, mais je m'en fichais. J'en avais assez d'être la méchante de leur histoire. Tu lui dois des excuses, a finalement dit mon père. Et tu lui dois plus que ça. Tu as des relations, Diane. Tu pourrais l'aider à trouver un vrai travail, un bon travail. Mais au lieu de ça, tu gardes tout pour toi. Mon estomac s'est noué. Voilà. La vraie raison pour laquelle ils étaient si en colère. Ils ne voulaient pas seulement que je m'excuse. Ils voulaient que je serve une carrière à Béatrice sur un plateau d'argent. Papa, je ne peux pas simplement lui donner un travail, ai-je dit, la voix tremblante. Ça ne marche pas comme ça. Tu le pourrais si tu le voulais, a-t-il insisté. Tu as le pouvoir de le faire, mais tu es trop égoïste. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Mes mains tremblaient et j'avais la nausée. Ils croyaient vraiment que mon succès leur appartenait, que j'avais une sorte d'obligation de partager tout ce que j'avais gagné avec Béatrice. Et peu importe ce que je dirais, ils n'allaient pas changer d'avis. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard, faisant les choses machinalement au travail, mais incapable de me concentrer. Je rejouais la conversation avec mon père, la façon dont il m'avait traité d'égoïste, la façon dont il avait exigé que j'utilise mes relations pour aider Béatrice. Ce n'était pas une demande. C'était une attente. Et je savais que si je ne m'y conformais pas, il ne me pardonnerait jamais. Mais je savais aussi que donner à Béatrice un emploi qu'elle n'avait pas mérité serait un désastre. Elle n'avait ni les compétences, ni l'expérience, ni l'éthique de travail pour réussir dans mon secteur. Et si je faisais jouer mes relations pour la faire embaucher, je mettrais ma propre réputation en jeu. Mes collègues me respectaient parce que j'avais fait mes preuves. Si je commençais à recommander des candidats non qualifiés simplement parce qu'ils étaient de ma famille, ce respect disparaîtrait. J'étais piégé. Si j'aidais Béatrice, je risquais de nuire à ma carrière. Si je ne l'aidais pas, ma famille ne me pardonnerait jamais. Puis j'ai entendu ma sœur dire à une amie qu'elle allait enfin avoir un vrai travail parce qu'elle supposait que je la placerais dans un poste bien rémunéré dans mon entreprise. C'est arrivé lors d'une brève visite chez mes parents à Lyon. J'étais allé chercher des documents que ma mère avait insisté pour que je récupère, et j'avais prévu de ne rester que quelques minutes. Mais en entrant par la porte d'entrée, j'ai entendu la voix de Béa venant du salon. Elle était au téléphone, son ton joyeux et excité. « Ouais, je sais, disait-elle. Ça a été une année tellement difficile, mais les choses s'améliorent enfin. Diane va me trouver un travail dans son entreprise. Un poste de direction, probablement. Je veux dire, elle me doit bien ça après tout. » Je me suis figé dans le couloir, le cœur battant. Elle ne m'avait même pas demandé. Elle avait simplement supposé que je le ferais, que je lui donnerais un poste bien rémunéré sans poser de questions. « Oh, je sais que ça va être génial », a poursuivi Béatrice, sa voix dégoulinant de suffisance. « Enfin, j'aurai un travail qui paie bien. Et il était temps, tu sais. J'ai travaillé si dur et je mérite quelque chose de bien. » J'ai senti une vague de colère si intense que j'ai dû m'agripper au cadre de la porte pour me stabiliser. Elle pensait qu'elle le méritait. Elle pensait que je lui devais ça. Et nos parents avaient clairement renforcé cette croyance, lui disant que je répondrais présente, que je résoudrais tous ses problèmes. Je me suis retourné et j'ai quitté la maison avant qu'elle ne puisse me voir. Je ne me sentais pas capable d'avoir une conversation avec elle à ce moment-là. J'étais trop en colère, trop blessé, trop dépassé par l'audace de sa supposition. En rentrant à mon appartement, j'ai pris une décision. S'il voulait que j'offre un travail à Béatrice, alors je le ferais. Mais ce ne serait pas le travail auquel elle s'attendait. Alors, quand elle s'est fait renvoyer des semaines plus tard et qu'ils sont venus me supplier de faire ce qu'il fallait, je lui ai proposé un poste de femme de ménage dans mon appartement, juste pour voir leur vraie couleur. L'appel est arrivé un mardi après-midi, mi-janvier. J'étais en pleine réunion lorsque mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. « Appelle-moi immédiatement. Urgence. » Je me suis excusé de la salle de conférence et suis sorti dans le couloir, mon pouce accélérant. J'ai composé son numéro, me préparant déjà à tout le drame qui allait se dérouler. « Diane, Dieu merci », a dit ma mère, sa voix affolée. « C'est Béatrice. Elle s'est fait virer. »
Je me suis appuyé contre le mur, fermant les yeux. Bien sûr qu'elle s'était fait virer. Que s'est-il passé? Peu importe ce qui s'est passé, a dit ma mère rapidement. Ce qui compte, c'est qu'elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'un travail, dit Anne. Et tu es la seule qui peut lui en donner un. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable. Maman, je ne peux pas simplement créer un poste pour elle. Ça ne marche pas comme ça. Tu le peux si tu le veux, a-t-elle insisté, son ton sec. Tu as le pouvoir de faire en sorte que cela se produise. Tu lui dois ça, dit Anne. Après tout, tu le lui dois. Le voilà encore. L'attente que mon succès soit un atout familial, quelque chose à distribuer selon leurs besoins plutôt que quelque chose que j'avais gagné pour moi-même. Je ne lui dois rien, ai-je dit doucement. Comment peux-tu dire ça, a répliqué ma mère. C'est ta sœur. C'est ta famille. Et en ce moment, elle est en difficulté et tu es la seule qui peut l'aider. J'ai pensé à la conversation que j'avais entendue des semaines plus tôt. La confiance suffisante dans la voix de Béa alors qu'elle disait à son amie que j'allais lui donner un poste de direction. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais essayé de l'aider, pour l'avoir gaspillé chaque opportunité. Et j'ai pensé à la façon dont mes parents m'avaient fait sentir coupable d'avoir travaillé dur et d'avoir réussi quelque chose. Je vais l'aider, ai-je dit finalement. Ma mère a poussé un soupir de soulagement. Merci, dit Anne. Je savais que tu répondrais présente. Mais je ne lui donne pas un poste dans mon entreprise, ai-je poursuivi, ma voix ferme. J'ai un poste différent en tête. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Que veux-tu dire? Je viens d'acheter un appartement à Nice, ai-je dit. J'ai besoin de quelqu'un pour le garder propre, pour entretenir la propriété quand je ne suis pas là. Je peux offrir à Béatrice un poste de femme de ménage. Le salaire est correct, et c'est un travail honnête. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre l'esprit de ma mère s'emballer, essayant de comprendre ce que je venais de dire. Un poste de femme de ménage, a-t-elle répété, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Oui, ai-je dit. C'est une offre d'emploi légitime. Elle serait responsable de garder l'appartement propre, de s'occuper de l'entretien de base, ce genre de choses. Je suis prête à bien la payer pour ça. Diane, tu ne peux pas être sérieuse, a dit ma mère, sa voix s'élevant. Tu veux que ta sœur soit ta bonne? Je veux qu'elle ait un travail, ai-je dit calmement. N'est-ce pas ce que tu as demandé? Pas comme ça, a crié ma mère. C'est humiliant. Elle a un diplôme universitaire, dit Anne. Ce n'est pas une femme de ménage. Alors peut-être qu'elle devrait utiliser ce diplôme pour trouver son propre travail, ai-je dit, ma patience finissant par céder. Je lui offre un poste. Si elle n'en veut pas, c'est son choix. Mais je ne vais pas faire jouer mes relations pour la faire embaucher dans mon entreprise juste pour qu'elle se la coule douce en profitant de ma réputation. Tu es incroyable, a sifflé ma mère. Absolument incroyable. J'en ai fini de m'excuser d'avoir travaillé dur, ai-je dit. Si cela me rend incroyable, alors sois. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, les mains tremblantes. Je savais que je venais de franchir une ligne, mais je m'en fichais. J'en avais assez d'être la méchante de leur histoire. J'en avais assez qu'on attende de moi que je sacrifie tout ce pourquoi j'avais travaillé juste pour faciliter la vie de Béa. Je suis retourné à ma réunion, mais je ne pouvais pas me concentrer. Mon esprit s'emballait, rejouant la conversation avec ma mère, imaginant les retombées qui allaient inévitablement arriver. Mais sous l'anxiété, il y avait autre chose, un sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis des années, j'avais fixé une limite, et je n'avais aucune intention de les laisser la franchir. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Béatrice. J'ai envisagé de laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'est une blague, a-t-elle crié dès que j'ai décroché. Un travail de femme de ménage? Tu es sérieuse? Bonjour à toi aussi, ai-je dit sèchement. Ne joue pas à ça avec moi, Diane, a-t-elle répliqué. Maman m'a dit ce que tu as dit. Tu penses vraiment que je vais nettoyer ton stupide appartement? Je pense que tu as besoin d'un travail, ai-je dit calmement. Et je t'en offre un. Si tu n'en veux pas, c'est bien. Mais ne fais pas comme si je n'essayais pas d'aider. Aider, a-t-elle répété, sa voix dégoulinant d'incrédulité. Tu appelles ça aider? Tu m'humilies exprès.
Tu veux me faire passer pour une pathétique. Je veux que tu prennes la responsabilité de ta propre vie, ai-je dit, ma voix se durcissant. Tu as presque 30 ans, Béatrice. Tu passes d'un emploi à l'autre depuis des années, et chaque fois que quelque chose ne va pas, tu t'attends à ce que quelqu'un d'autre arrange les choses. J'en ai fini de cautionner ça. Cautionner, a-t-elle hurlé. Tu penses que j'ai besoin d'être cautionné? J'ai travaillé toute ma vie, Diane. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu les mêmes opportunités que toi que je n'ai pas essayé. Tu as eu plein d'opportunités, ai-je rétorqué. Tu ne t'es jamais accroché à quelque chose assez longtemps pour voir le résultat. Et maintenant tu t'attends à ce que je te donne un travail bien payé que tu n'as pas mérité juste parce que nous sommes de la même famille. Je mérite mieux que de nettoyer des toilettes, a-t-elle dit, sa voix tremblant de rage. Alors mérite-le, ai-je dit simplement. Il y eut un long silence. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, et je savais qu'elle avait du mal à trouver une réponse. Tu es une sœur horrible, a-t-elle finalement dit, sa voix se brisant. Je te déteste. C'est ton droit, ai-je dit doucement. Mais l'offre tient toujours. Si tu veux le travail, il est à toi. Sinon, j'espère que tu trouveras autre chose. Elle a raccroché sans un mot de plus. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et l'ai regardé un long moment, attendant de ressentir quelque chose. De la culpabilité, peut-être du regret, mais tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. Au cours des jours suivants, les messages ont afflué. Mon père m'a traité de honte. Ma mère m'a envoyé de longs SMS décousus sur la façon dont je déchirais la famille. Béatrice a publié des messages vagues sur les réseaux sociaux sur le fait d'être trahi par les personnes en qui vous avez le plus confiance. J'ai tout ignoré. J'en avais fini de me défendre. J'en avais fini d'expliquer mes choix. S'ils voulaient me voir comme la méchante, c'était leur problème, pas le mien. Mais même en essayant de passer à autre chose, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que c'était loin d'être terminé. Ils n'allaient pas laisser tomber. Ils allaient continuer à insister, à exiger, à essayer de me culpabiliser pour que je donne à Béatrice ce qu'elle voulait. Et je savais que, finalement, je devrais les affronter à nouveau. Ce moment est arrivé plus tôt que je ne le pensais. La mâchoire de ma sœur est tombée et mes parents ont explosé en réalisant que je n'avais aucune intention de l'élever au-dessus de l'effort qu'elle était prête à fournir. C'était 2 jours avant Noël quand ils se sont présentés à mon appartement à Lyon. Je venais de rentrer du travail, épuisé par une longue journée de réunion, quand j'ai entendu la sonnette. J'ai regardé l'écran de l'interphone et j'ai vu mes parents debout dans le hall, leurs visages sombres. J'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas à la maison, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Je leur ai ouvert, l'estomac noué d'appréhension. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère est passée devant moi sans un mot, le visage crispé de colère. Mon père a suivi, son expression froide et distante. Béatrice est entrée en dernier, les yeux rouges et gonflés de larmes. Nous devons parler, a dit ma mère, sa voix sèche. J'ai fermé la porte et croisé les bras, m'adossant au mur. D'accord, parlez. Tu ne peux pas sérieusement attendre de Béatrice qu'elle accepte ce travail, a dit ma mère, son ton accusateur. C'est dégradant. C'est humiliant. Et c'est complètement indigne d'elle. C'est un travail honnête, ai-je dit calmement. Il n'y a rien de dégradant là-dedans. Elle a un diplôme universitaire, est intervenu mon père. Elle ne devrait pas nettoyer des maisons. Alors elle devrait utiliser ce diplôme pour trouver un travail, ai-je dit, ma voix se durcissant. Mais elle ne peut pas rester les bras croisés à attendre que quelqu'un lui serve une carrière. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Tu pourrais l'aider, a dit ma mère, sa voix s'élevant. Tu as des relations, Diane. Tu pourrais lui trouver un vrai travail, un travail qui paie bien et utilise ses compétences. Quelles compétences, ai-je demandé, ma patience finissant par céder. Elle s'est fait virer de tous les emplois qu'elle a jamais eus. Elle n'a aucune expérience, aucune formation spécialisée et aucune éthique de travail. Qu'est-ce que je suis censé dire à mes collègues? Qu'elle est qualifiée juste parce que c'est ma sœur? Tu es censé l'aider parce qu'elle fait partie de la famille, a rétorqué ma mère. C'est ce que fait la famille. La famille ne signifie pas que je dois sacrifier ma réputation pour couvrir ses échecs, ai-je dit, ma voix froide. Si elle veut un travail dans mon secteur, elle doit le mériter. Et cela signifie commencer par le bas, tout comme je l'ai fait. Béatrice, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, a finalement parlé.
Tu te crois tellement meilleur que moi, n'est-ce pas? Je me suis tourné pour la regarder, la mâchoire serrée. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire, a-t-elle dit, sa voix tremblante. Tu as toujours agi comme si tu étais meilleur que tout le monde, comme si tu étais la seule à travailler dur, comme si nous autres étions juste paresseux et inutiles. Je n'ai jamais dit que tu étais paresseuse, ai-je dit doucement. Mais je ne vais pas prétendre que tu as fourni les mêmes efforts que moi. Ce n'est pas le cas. Parce que je n'ai pas eu les mêmes opportunités, a-t-elle rétorqué. Papa et maman t'ont aidé quand tu as commencé. Ils ont payé ton appartement. Ils ont couvert tes dépenses. Je l'ai regardé, l'incrédulité m'envahissant. Tu es sérieuse? Ils ne m'ont jamais aidé. J'ai vécu de nouilles instantanées pendant 2 ans parce que je ne pouvais rien me payer d'autre. J'ai fait des stages non rémunérés et j'ai accepté des emplois que personne d'autre ne voulait juste pour mettre un pied dans la porte. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné par moi-même. Ce n'est pas vrai, a dit ma mère, sa voix défensive. Nous t'avons toujours soutenu. Vous avez soutenu Béatrice, ai-je dit, ma voix s'élevant. Vous avez payé son loyer. Vous lui avez acheté sa voiture. Vous avez couvert ses factures. Je n'ai rien eu. Parce que tu n'en avais pas besoin, a dit mon père, son ton dédaigneux. Tu te débrouillais bien toute seule. Donc, parce que je luttais en silence, je ne méritais pas d'aide, ai-je demandé, ma voix tremblant de colère. Mais parce que Béatrice se plaint constamment, on lui sert tout sur un plateau. Personne n'a répondu. Ils me regardaient simplement, leur visage un mélange de choc et d'indignation. J'en ai fini avec ça, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. J'ai offert un travail à Béatrice. Si elle n'en veut pas, c'est bien. Mais je ne vais pas faire jouer mes relations pour la faire embaucher dans mon entreprise. Elle doit prendre sa vie en main, et vous devez arrêter de la cautionner. Tu vas le regretter, a dit ma mère, sa voix froide. Un jour, tu auras besoin de nous et nous ne serons pas là. Tant mieux, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux, parce que je n'ai jamais eu besoin de vous avant et je ne vais pas commencer maintenant. Ils sont partis sans un mot de plus, claquant la porte derrière eux. Je suis resté là, dans le silence, le cœur battant, les mains tremblantes. Je venais de couper les ponts avec ma famille et je ne savais pas s'il y avait un moyen de réparer les dégâts. Mais alors que l'adrénaline commençait à s'estomper, j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais pas le réparer. J'en avais fini d'essayer de gagner leur approbation. J'en avais fini de sacrifier mon bonheur pour les mettre à l'aise. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Leur panique a grandi quand j'ai calmement expliqué que mon entreprise exigeait des qualifications qu'elle n'avait pas et que le sentiment de droit familial ne remplaçait pas la compétence. Au cours des semaines suivantes, les messages ont continué. Ma mère m'a envoyé de longs emails alternant entre culpabilisation et accusations directes. Mon père a laissé des messages vocaux, sa voix lourde de déception. Béatrice a publié des messages passifs-agressifs sur les réseaux sociaux, espérant clairement que je les verrais et me sentirais coupable, mais ce n'est pas arrivé. Je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Au travail, je me suis plongé dans un nouveau projet, une importante acquisition de terrain qui exigeait toute ma concentration et mon énergie. J'ai passé de longues heures au bureau, coordonnant avec les équipes juridiques, négociant avec les investisseurs et examinant les contrats. C'était épuisant, mais c'était aussi exaltant. J'étais doué dans mon travail et je n'avais besoin de la validation de personne pour le savoir. Un après-midi, début février, j'ai reçu un email de Béatrice. L'objet était « S'il te plaît, lis ceci ». J'ai hésité avant de l'ouvrir, ne sachant pas si je voulais me soumettre à une autre série d'accusations, mais la curiosité l'a emporté, et j'ai cliqué sur le message. Diane, comment c'est-il? Je sais que les choses ont été très difficiles entre nous et je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne te demande pas la charité. Je ne te demande pas de me donner quelque chose que je n'ai pas mérité. Je te demande juste de me donner une chance. Je sais que j'ai fait des erreurs et je sais que je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions. Mais j'essaie. J'essaie vraiment. Et j'ai juste besoin que quelqu'un croie en moi. S'il te plaît, Diane, donne-moi juste une chance. J'ai lu l'email 3 fois, essayant de décider ce que j'en pensais. Une partie de moi voulait la croire, pensait qu'elle avait peut-être enfin réalisé ce qu'elle devait faire, mais une autre partie de moi, celle qui avait été échaudée trop de fois,
ne pouvait pas se défaire du sentiment que ce n'était qu'une autre manipulation. Je n'ai pas répondu, non pas parce que je voulais être cruel, mais parce que je savais que tout ce que je dirais ne mènerait qu'à plus de disputes, plus de culpabilité, plus de demandes. J'en avais fini d'être entraîné dans leur drame. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Diane, a dit une voix de femme, c'est Patricia de Système Valclair. Je travaille aux ressources humaines. Mon estomac s'est noué. Système Valclair était l'une des entreprises avec lesquelles ma société s'associait fréquemment sur des projets de développement. J'avais des relations professionnelles avec plusieurs personnes là-bas, et la dernière chose dont j'avais besoin était que mon drame familial déborde sur ma vie professionnelle. Oui, c'est bien Diane, ai-je dit prudemment. Je vous appelle parce que nous avons reçu un CV de quelqu'un qui prétend être votre sœur, a dit Patricia. Une certaine Béatrice. Elle vous a indiqué comme référence et a dit que vous pourriez vous porter garante de ses qualifications. J'ai fermé les yeux, la mâchoire serrée. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Pour quel poste postule-t-elle, ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Coordonnatrice marketing senior, a dit Patricia. C'est un poste de direction de niveau intermédiaire. Elle a dit qu'elle avait une vaste expérience en marketing et en relations publiques. J'ai expiré lentement, essayant de garder ma voix stable. Patricia, je vous remercie de m'appeler, mais je ne peux pas me porter garante de ses qualifications. Elle n'a pas l'expérience pour un tel poste, et je ne me sentirai pas à l'aise de la recommander. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Je vois. Eh bien, merci pour votre honnêteté. Je vais en prendre note dans son dossier. Merci, ai-je dit doucement. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Béatrice n'avait pas seulement supposé que je l'aiderais. Elle avait activement utilisé mon nom pour essayer d'obtenir un travail pour lequel elle n'était pas qualifiée. Et si je n'avais pas été honnête avec Patricia, elle aurait pu être embauchée, pour ensuite échouer de manière spectaculaire et nuire à ma réputation. J'étais furieuse, non seulement contre Béatrice, mais aussi contre mes parents pour avoir encouragé ce comportement, pour lui avoir fait croire qu'elle pouvait se frayer un chemin dans la vie grâce aux efforts des autres. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de ma mère. Comment as-tu pu? J'ai regardé le message, ma colère bouillonnant. J'ai tapé une réponse, mes doigts volant sur l'écran. Comment j'ai pu quoi? Dire la vérité? Refuser de mentir pour elle? Je ne vais pas mettre ma carrière en jeu juste parce qu'elle pense mériter un travail qu'elle n'a pas gagné. Elle doit prendre ses responsabilités et vous devez arrêter de lui trouver des excuses. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter. Presque immédiatement, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Je l'ai laissée aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé encore et encore. J'ai éteint mon téléphone et l'ai posé sur le comptoir de la cuisine, la poitrine serrée de colère et d'épuisement. Alors qu'il partait furieux, j'ai savouré le rare silence de savoir que j'avais enfin tracé une frontière qu'il ne pourrait plus franchir. Les jours qui ont suivi ont été d'un silence inquiétant. Pas d'appel, pas de SMS, pas de publication passive-agressive sur les réseaux sociaux. C'était comme si ma famille avait collectivement décidé que je n'existais plus. Et à ma grande surprise, cela ne me dérangeait pas. En fait, je ressentais un sentiment de soulagement que je n'avais pas connu depuis des années. J'ai passé les semaines suivantes à me concentrer sur moi-même. J'ai finalisé les détails de mon appartement à Nice, travaillant avec une décoratrice d'intérieur pour l'aménager exactement comme je le voulais. J'y suis allé pour un long week-end, me tenant sur le balcon surplombant la mer, respirant l'air salin, ressentant un sentiment d'accomplissement que personne ne pouvait m'enlever. C'était à moi. Je l'avais mérité, et je n'allais pas m'en excuser. Au travail, ma dernière affaire s'est conclue avec succès, et mon patron m'a prise à part pour me féliciter. « Tu as été absolument génial dernièrement », a-t-il dit, me tapant sur l'épaule. « Continue comme ça et nous parlerons bientôt d'une promotion. » J'ai souri, ressentant une vague de fierté. C'était ça qui comptait. Pas l'approbation de ma famille, pas leurs attentes, mon propre succès, mes propres réalisations. Mais la paix n'a pas duré. Fin février, j'ai reçu un message d'une vieille amie d'université, Vanessa, qui vivait toujours à Lyon et croisait parfois ma famille lors d'événements sociaux. « Salut, je voulais juste te prévenir », a-t-elle écrit. « J'ai vu ta sœur dans un café hier et elle racontait à qui voulait l'entendre comment tu l'avais abandonnée dans son moment de besoin. Elle te fait passer pour un monstre.
Je pensais juste que tu devais savoir. J'ai soupiré en posant mon téléphone. Bien sûr qu'elle le faisait. Béatrice avait toujours été douée pour jouer la victime, pour inventer des histoires pour se faire plaindre. Je n'étais pas surprise, mais j'étais déçue. J'avais espéré que peut-être, juste peut-être, elle prendrait le temps de réfléchir à son propre comportement, mais au lieu de cela, elle en rajoutait, me peignant comme la méchante de son récit. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de ma tante, la sœur de ma mère. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle avait toujours été gentille avec moi. Diane, je voulais juste prendre de tes nouvelles, a-t-elle dit doucement. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé, et je dois dire que je pense que tu as bien fait. J'ai cligné des yeux, surprise. Vraiment? Vraiment, a-t-elle dit. J'adore ta sœur, mais elle a été choyée toute sa vie. Quelqu'un devait lui dire la vérité, et je suis contente que tu aies eu le courage de le faire. Merci, ai-je dit, la voix chargée d'émotion. Ça compte beaucoup. Ta mère est contrariée, bien sûr, a poursuivi ma tante. Mais je pense qu'au fond, elle sait que tu as raison. Elle ne veut juste pas l'admettre. Nous avons parlé un peu plus longtemps, et au moment de raccrocher, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait que je n'étais pas la méchante de cette histoire, et cela m'a donné l'espoir que peut-être, un jour, les choses pourraient changer. Mais je ne retenais pas mon souffle. Début mars, j'ai reçu un email d'une source inattendue. C'était de Patricia de Système Valclair. Diane, je voulais vous remercier encore pour votre honnêteté concernant la candidature de votre sœur. Après que nous ayons refusé de poursuivre avec elle, elle a envoyé plusieurs emails hostiles à notre équipe, nous accusant de discrimination et menaçant d'une action en justice. Je voulais juste vous informer que nous avons tout documenté, et nous ne la considérerons pour aucun poste à l'avenir. Je pensais que vous devriez être au courant au cas où elle essaierait d'utiliser à nouveau votre nom. J'ai lu l'email 2 fois, l'estomac noué. Béatrice n'avait pas seulement été rejetée. Elle avait coupé les ponts et elle l'avait fait en utilisant mon nom comme référence. J'ai transféré l'email à ma mère sans commentaire. Je ne m'attendais pas à une réponse et je n'en ai pas eu, mais je voulais qu'elle voie les conséquences de son attitude permissive envers Béa. Je voulais qu'elle comprenne que ce n'était pas de ma faute. C'était le résultat d'années de maternage, d'années à trouver des excuses, d'années à refuser de tenir Béatrice responsable de ses propres actions. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Béatrice. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Diane, a-t-elle dit, sa voix faible et tremblante. On peut parler? De quoi, ai-je demandé, mon ton sur la défensive. De tout, a-t-elle dit. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que j'ai été injuste avec toi et je veux juste m'excuser. Je me suis assise sur mon canapé, le cœur battant. C'était la première fois qu'elle admettait avoir tort. D'accord, je t'écoute. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle poursuivi, sur le fait que je m'attendais à ce que les choses me soient servies sur un plateau, et tu avais raison. Je me suis laissé porter. J'ai blâmé tout le monde pour mes problèmes au lieu de prendre mes responsabilités. Et je suis désolé. Je voulais la croire. Je voulais penser qu'elle avait peut-être enfin eu un moment de prise de conscience. Mais j'étais déjà passé par là. J'avais entendu des excuses, vu des larmes, l'avais vu promettre de faire mieux, pour ensuite la voir retomber dans les mêmes schémas. Qu'est-ce que tu vas faire différemment, ai-je demandé doucement. Je vais me reprendre en main, a-t-elle dit. Je vais trouver un travail par moi-même. Je vais arrêter d'attendre que tout le monde règle ma vie. Et je vais te prouver que je peux le faire. Je l'espère, ai-je dit sincèrement. Mais tu dois comprendre quelque chose, Béatrice. Je ne vais pas continuer à te sauver. Tu dois te débrouiller seule. Je sais, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Et je le ferai. Nous avons parlé quelques minutes de plus. Et quand nous avons raccroché, j'ai ressenti un étrange mélange d'espoir et de scepticisme. Je voulais croire qu'elle était sérieuse, qu'elle était enfin prête à changer. Mais seul le temps le dirait. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles par ma tante. Béatrice avait trouvé un emploi d'assistante administrative dans une petite entreprise. Ce n'était pas glamour, et ça ne payait pas particulièrement bien, mais elle se présentait tous les jours. Elle apprenait. Elle essayait. Mes parents, quant à eux, étaient devenus silencieux.
Ma tante a mentionné qu'ils avaient du mal à accepter qu'ils avaient encouragé Béatrice pendant des années, que leur approche avait fait plus de mal que de bien. C'était une prise de conscience difficile, et je savais qu'il leur faudrait du temps pour l'assimiler. Quant à moi, j'étais en plein essor. Ma promotion est arrivée en avril, et avec elle une augmentation de salaire significative et plus de responsabilités. Je passais plus de temps à Nice, profitant de l'appartement pour lequel j'avais si durement travaillé. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai exploré la ville et j'ai construit une vie qui m'appartenait entièrement. Un soir de fin mai, j'étais assise sur mon balcon à Nice, regardant le soleil se coucher sur la mer, quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Béatrice. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais j'espère qu'un jour je pourrai le mériter. J'ai souri en tapant une réponse. Tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Ce n'était pas une réconciliation complète. Il y avait encore beaucoup de blessures, beaucoup de dégâts qui mettraient des années à se réparer. Mais c'était un début. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir pour l'avenir. Assise là, regardant le ciel se teinter de rose et d'orange, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, les accusations, les disputes, la douleur. Et j'ai réalisé que tracer cette frontière, aussi douloureux que cela ait été, était la meilleure chose que j'aurais pu faire, non seulement pour moi, mais aussi pour Béatrice. Elle avait besoin d'apprendre que le succès ne se donne pas. Il se mérite. Et j'avais besoin d'apprendre que je ne devais mes réussites à personne. J'ai pris une gorgée de mon vin, sentant la brise de l'océan sur mon visage et je me suis permis de profiter du moment. J'avais travaillé dur pour cela. J'avais fait des sacrifices pour cela et je n'allais laisser personne me l'enlever. La trajectoire de Béa au cours de l'année suivante a été une descente lente et humiliante. Elle a eu du mal à garder son poste d'assistante administrative, se déclarant souvent malade ou arrivant en retard. À l'automne, elle a été licenciée pour absence répétée. Mes parents ont essayé d'amortir sa chute une fois de plus, lui offrant de rester à la maison indéfiniment, mais leur situation financière s'était détériorée. Mon père avait pris sa retraite et leurs économies étaient mises à rude épreuve. Il ne pouvait plus se permettre de subventionner son style de vie. Elle a pris une série d'emplois à temps partiel, principalement dans le commerce de détail, où son diplôme universitaire ne signifiait rien. Elle a travaillé dans une boutique, un café, et finalement une épicerie. Chaque emploi était un rappel des opportunités qu'elle avait gaspillées, des ponts qu'elle avait brûlés. Ses publications sur les réseaux sociaux, autrefois remplies de selfies et de photos de brunch, sont devenues sporadiques et sobres. Elle a cessé de parler de ses rêves et a commencé à parler de survie. Mes parents, confrontés à la réalité que leur indulgence avait paralysé plutôt qu'aider Béatrice, ont commencé à prendre leur distance avec son drame. Ma mère a cessé de m'appeler avec des reproches. Mon père a cessé d'envoyer des messages vocaux déçus. Ils ont été forcés d'accepter que j'avais eu raison depuis le début, que leur approche avait fait plus de mal que de bien. C'était une pilule amère à avaler, et je savais qu'ils m'en voulaient pour cela, même s'ils reconnaissaient tranquillement la vérité. Béatrice a finalement emménagé dans un petit appartement avec 2 colocataires, bien loin de la vie confortable dont elle avait joui chez nos parents. Elle n'était plus l'enfant prodige. Elle était juste une autre personne essayant de joindre les deux bouts. Et bien que je ne ressentais aucune satisfaction de ses difficultés, je ne ressentais non plus aucune culpabilité. Elle avait fait ses choix et maintenant elle en vivait les conséquences. Quant à moi, j'ai continué à construire la vie que j'avais toujours voulu. Ma carrière a prospéré. Mon appartement à Nice est devenu un sanctuaire. Et je me suis entouré de personnes qui valorisaient le travail acharné et l'intégrité. J'avais appris que la famille n'était pas une question de sang. C'était une question de respect, de soutien et d'effort mutuel. Et si ma famille ne pouvait pas m'offrir ces choses, alors j'étais mieux sans eux. En repensant à ce parcours, j'ai réalisé que la partie la plus difficile n'avait pas été de couper les ponts. C'était d'accepter que je méritais plus que ce qu'ils étaient prêts à me donner. J'avais passé tant d'années à essayer de gagner leur approbation, à essayer de prouver que j'étais digne de leur amour. Mais la vérité, c'est que j'avais toujours été digne. J'avais juste besoin de le croire moi-même. La vengeance, j'ai appris, ne consistait pas à faire souffrir les autres. Il s'agissait de reprendre son propre pouvoir, de fixer des limites et de refuser de laisser quiconque diminuer sa valeur. Et en ce sens, j'avais gagné.